Si t'es comme moi, tu penses que les résolutions du Nouvel An, c'est stupide. Parce que la plupart des gens s'y prennent totalement de travers pour changer leur vie. Ils créent ces résolutions parce que tout le monde le fait. On fabrique un sens superficiel à partir de jeux de statut, mais ils ne remplissent pas les conditions nécessaires au véritable changement, qui va bien plus loin que de se convaincre qu'on sera plus discipliné ou plus productif cette année. Si tu fais partie de ces gens, je suis pas là pour te rabaisser, même si j'ai tendance à être un petit peu dur dans mon écriture. J'ai abandonné 10 fois plus d'objectifs que je n'en ai atteints, et je pense que ça devrait être le cas pour la plupart des gens. Mais le fait demeure. Les gens essaient de changer leur vie et échouent presque systématiquement. Cela dit, même si je pense que les résolutions de Nouvel An sont stupides, c'est toujours sage de réfléchir à la vie que tu détestes pour pouvoir te projeter vers quelque chose de bien meilleur. Et c'est ça ce qu'on va voir. Donc que tu veuilles lancer une entreprise, transformer ton corps ou prendre le risque d'une vie plus pleine de sens sans abandonner au bout de 2 semaines, eh bien, je veux partager cette idée que tu n'as sûrement jamais entendue sur le changement de comportement, la psychologie et la productivité, pour que tu puisses réellement y parvenir en 2026. Ce texte, il est dense. C'est pas le genre de choses que tu lis ou que t'écoutes distraitement avant de passer à autre chose. C'est le genre de texte que tu voudras mettre de côté, annoter, relire, réécouter, et sur lequel tu voudras prendre le temps de réfléchir. Le protocole, à la fin, destiné à fouiller profondément dans ta psyché et à révéler ce que tu veux réellement dans la vie, prend environ 1 journée complète. Mais ses effets peuvent durer bien plus longtemps. Alors, c'est parti. Premier chapitre. Tu n'es pas là où tu veux être parce que tu n'es pas encore la personne qui y serait. Lorsqu'il s'agit de se fixer de grands objectifs, les gens se concentrent presque toujours sur l'un des 2 éléments nécessaires au succès. Soit 1, changer ses actions pour progresser vers l'objectif, ce qui est secondaire, de second ordre. Soit 2, changer ce que l'on est, afin que le comportement suive naturellement, le fondamental, de premier ordre. La plupart des gens se fixent un objectif superficiel, se motivent à fond pendant quelques semaines, puis retournent à leurs anciennes habitudes sans réelle résistance, parce qu'ils essayent de construire une grande vie sur des fondations pourries. Si c'est pas clair, on peut prendre un exemple. Pense à quelqu'un de manifestement accompli, un bodybuilder au physique impressionnant par exemple, un fondateur ou un PDG à la tête d'une entreprise valorisée à plusieurs centaines de millions, ou alors un homme charismatique capable de discuter avec un groupe sans ressentir la moindre anxiété. Est-ce que tu penses que le bodybuilder doit se forcer à manger sainement ? Que le PDG doit se discipliner pour se lever et diriger son équipe ? De l'extérieur, on pourrait le croire. Mais en réalité, ils ne se conçoivent pas autrement. Pour le bodybuilder, c'est manger mal qui demande un effort. Pour le PDG, rester au lit après la sonnerie du réveil, c'est un combat. Et il déteste chaque seconde de cette inertie. Il y a bien sûr des nuances, mais accepte l'idée pour un instant. Certaines personnes perçoivent mon propre mode de vie comme extrême ou excessivement discipliné, alors que pour moi, il est simplement naturel. Je dis pas ça pour le comparer à d'autres styles de vie. J'aime vivre ainsi. Quand ma mère me dit que je devrais faire une pause, sortir, et profiter un petit peu, je me retiens de lui répondre « Si je prenais pas de plaisir à ce que je fais, pourquoi est-ce que je le ferais ?» La phrase suivante peut sembler simple, mais il est stupéfiant de voir combien de personnes ne la comprennent pas. Si tu veux un résultat précis dans la vie, tu dois adopter le mode de vie qui produit ce résultat bien avant de l'atteindre. Quand quelqu'un me dit qu'il veut perdre 15 kilos, je le crois rarement. Non pas parce que je pense qu'il en est incapable, mais parce que j'entends trop souvent cette même personne dire « J'ai hâte d'avoir fini de perdre du poids pour pouvoir recommencer à profiter de la vie. » Je suis désolé de te l'annoncer, mais si tu n'adoptes pas pour de bon le mode de vie qui t'a permis de perdre ce poids, et si tu ne trouves pas une raison plus forte que celle qui te rattache à tes anciennes habitudes,
alors tu reviendras exactement là où tu étais. Et tu pourras constater, avec amertume, que tu as gaspillé la seule ressource irremplaçable, le temps. Quand tu te transformes réellement, toutes les habitudes qui ne servent pas ton objectif deviennent presque répugnantes, parce que tu ne comprends pas profondément le style de vie vers lequel elles t'entraînent. Si tu tolères encore tes standards actuels, c'est parce que tu n'es pas pleinement conscient de ce qu'ils impliquent, ni de ce qu'ils construisent à long terme. On verra comment révéler cela, mais il faut d'abord préparer le terrain. Tu dis vouloir changer. Tu dis vouloir être libre financièrement ou être en bonne santé. Mais tes actes racontent une autre histoire. Et la raison est bien plus profonde que tu ne le penses. Deuxième chapitre. Tu n'es pas là où tu veux être parce que, au fond, tu ne veux pas y être. Ne fais confiance qu'au mouvement. La vie se déroule au niveau des actes, pas des mots. Fais confiance au mouvement. Alfred Adler. Si tu veux changer ce que tu es, tu dois d'abord comprendre comment fonctionne l'esprit, afin de pouvoir le reprogrammer consciemment. La première chose à comprendre, c'est que tout comportement est orienté vers un but. Il est téléologique. Quand on y pense, c'est évident, mais dès qu'on creuse un peu, la plupart des gens refusent d'entendre cette vérité. Tu fais un pas en avant parce que tu veux atteindre un endroit précis. Tu te grattes le nez parce que tu veux faire disparaître une démangeaison. Ces exemples sont simples, mais la plupart du temps, tes objectifs sont inconscients. Tu ne réalises peut-être pas que lorsque tu t'affales sur le canapé en pleine journée, tu cherches simplement à faire passer le temps avant ta prochaine obligation. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. À un niveau encore plus profond et plus subtil, tu poursuis parfois des objectifs qui te nuisent tout en justifiant ton comportement d'une manière socialement acceptable, afin de ne pas passer pour quelqu'un de faible ou en échec. Par exemple, si tu procrastines sans cesse sur ton travail, tu peux dire que tu manques de discipline. Mais en réalité, tu cherches, comme toujours, à atteindre un objectif. Dans ce cas précis, il peut s'agir de te protéger du jugement qui viendrait avec le fait de terminer ton travail et de l'exposer au regard des autres. Si tu dis vouloir quitter ton job sans avenir, mais que tu y restes sans véritable raison, tu peux penser que tu manques de courage ou que tu n'as jamais été quelqu'un qui prend des risques, entre guillemets. La vérité, c'est que tu poursuis le but de sécurité, de prévisibilité, et surtout celui de conserver une excuse socialement valorisée pour ne pas avoir l'air d'un raté aux yeux de ceux qui considèrent ce type de travail comme un signe de réussite. La leçon, elle est simple, mais dérangeante. Le vrai changement exige de changer tes objectifs. Je ne parle pas de fixer un nouvel objectif superficiel, parce que ce geste sert souvent à un objectif inconscient qui te sabote déjà. Ça, le monde de la productivité l'a largement recyclé. Je parle de changer ton point de vue. Parce qu'un objectif, c'est avant tout cela. Une projection dans le futur qui agit comme un filtre de perception, te permettant de repérer les informations, idées et ressources nécessaires pour l'atteindre. Allons plus loin, parce que si tu ne comprends pas ce point, sortir de l'impasse devient encore plus difficile. Troisième chapitre. Tu n'es pas là où tu veux être parce que tu as peur d'y être. Peu importe d'où vient une idée ou comment elle est entrée dans ton esprit. Si tu l'as acceptée, que ce soit de toi-même, de tes parents, de tes professeurs, de la publicité ou d'ailleurs, et si tu es convaincu qu'elle est vraie, alors elle exerce sur toi le même pouvoir qu'une suggestion hypnotique sur un sujet hypnotisé. Maxwell Maltz. Voici comment tu es devenu ce que tu es aujourd'hui et comment tu deviendras ce que tu seras demain. C'est l'anatomie de l'identité. 1.
tu veux atteindre un objectif. 2. Tu perçois la réalité à travers le prisme de cet objectif. 3. Tu ne remarques que les informations jugées importantes pour l'atteindre. 4. Tu agis en direction de ce but et reçois un feedback. 5. Tu répètes ce comportement jusqu'à ce qu'il devienne automatique et inconscient. Le conditionnement. 6. Ce comportement devient une partie de ton identité. Je suis le genre de personne qui... nanana. 7. Tu défends cette identité pour préserver la cohérence psychologique. 8. Cette identité génère de nouveaux objectifs. Et le cycle recommence. Si cette identité est mal alignée avec une bonne vie, eh bien, tout dégénère très vite. La dure réalité, c'est que le cycle doit être brisé entre les étapes 6 et 7. Et ce processus commence dès l'enfance. Ton premier objectif, c'est la survie. Tu dépends de tes parents pour apprendre à survivre. Tu dois te conformer. Et comme l'éducation passe presque toujours par la récompense et la punition, si tu n'adoptes pas leurs croyances et leurs valeurs, eh bien, tu es puni. Tu ne penses réellement par toi-même que lorsque tu perçois ce mécanisme. Mais tes parents ont eux-mêmes été façonnés par ce même processus. Et c'est là que le danger apparaît. À moins qu'ils ne l'aient consciemment brisé, ils ont été conditionnés par les idées culturellement admises du succès issu de l'ère industrielle. Ils portent le meilleur et le pire de leurs propres parents, et ainsi de suite. Allons encore plus profond. Une fois que tes besoins de survie physique sont satisfaits, ce qui est relativement facile aujourd'hui, tu nais pratiquement dans la sécurité, eh bien, tu passes à la survie idéologique. Tu ne cherches plus seulement à protéger ton corps, mais ton identité. Il suffit d'observer la guerre des idées sur Internet pour le comprendre. Ce sont des identités individuelles et collectives qui s'affrontent. Quand ton corps est menacé, tu entres en mode combat ou fuite. Quand ton identité est menacée, il se passe exactement la même chose. Si tu es fortement identifié à une idéologie politique, toute remise en question de tes croyances déclenche une réaction de stress réelle, viscérale. Tu ressens émotionnellement l'attaque, comme une gifle. Et comme la plupart des gens ne questionnent jamais leurs émotions, ils s'enferment dans des chambres d'écho et renforcent des croyances qui les détruisent, eux et les autres. Il en va de même si tu t'identifies inconsciemment comme avocat, gamer ou toute autre identité incompatible avec la vie que tu pourrais réellement construire. Chapitre 4. La vie que tu veux se situe à un niveau précis de conscience. L'esprit évolue à travers des stades prévisibles. À la naissance, tu es une éponge à survie. Tu absorbes les croyances disponibles, largement dictées par ta culture, afin de te sentir en sécurité. Si tu n'y prends pas garde, ton esprit se cristallise, rendant une vie pleine de sens difficile à atteindre. Ce processus est largement documenté. Maslow, développement de l'ego, Spiral Dynamics, théorie intégrale. Mais il est aussi observable directement dans la société. Voici une synthèse des 9 stades de développement de l'ego. Le premier stade est l'impulsif, sans séparation entre impulsion et action. Noir, blanc. Le deuxième, autoprotecteur. Le monde est dangereux. Il faut se débrouiller. Le troisième, conformiste. Tu es ton groupe. Ces règles sont la réalité. Le quatrième, la conscience de soi. Tu perçois un monde intérieur distinct. Le cinquième, consciencieux. Tu construis
tes propres principes. Le 6e, individualiste. Tu vois que tes principes sont contextuels. Le 7e, le stratège. Tu travailles avec des systèmes en conscience. Le 8e, conscient des constructions. Tu vois toute identité comme une fiction utile. Le 9e, unitaire. La séparation entre soi et la vie disparaît. La plupart des lecteurs oscillent entre les niveaux 4 et 8. Un écart immense. Mais peu importe ton stade, le passage à l'étape suivante suit toujours le même schéma. Chapitre 5. L'intelligence, c'est la capacité d'obtenir ce que tu veux de la vie. Le seul véritable test de l'intelligence, c'est d'obtenir ce que tu veux de la vie. Naval Ravikant. Le succès repose sur 3 ingrédients. L'agentivité, ta capacité à agir, l'opportunité, l'intelligence. Sans intelligence, même avec les 2 autres, tu échoues. L'intelligence, au sens cybernétique, c'est l'art de se diriger. Fixer un but, agir, observer le résultat, corriger la trajectoire, recommencer. L'intelligence élevée, c'est la capacité à itérer, persister et comprendre le système global. La faible intelligence, c'est l'incapacité à apprendre de ses erreurs. Tout problème peut être résolu sur une échelle de temps suffisante. Chapitre 6. Comment lancer une nouvelle vie en une journée. Le changement profond naît toujours d'un ras-le-bol sincère. Le protocole qui suit te prend une journée complète, mais il peut transformer ta trajectoire. Le matin, l'excavation psychologique, vision et antivision. Tu identifies ce que tu refuses de continuer à vivre. Puis tu construis une vision minimale de ce que tu veux réellement. En journée, briser le pilote automatique. Des rappels, des interruptions, des questions inconfortables. Tu forces ton esprit à sortir de ces boucles inconscientes. Le soir, la synthèse. Tu nommes ton ennemi intérieur. Tu définis une antivision. Tu définis une vision. Et tu poses des lentilles temporelles. 1 an, 1 mois ou demain. Chapitre 7. Transforme ta vie en jeu vidéo. L'état optimal de l'expérience intérieure survient lorsque l'attention est investie dans des objectifs clairs et réalistes. Mihaly Csikszentmihalyi. Un jeu fonctionne parce qu'il crée une vision, comment gagner, un enjeu, ce que tu perds, une mission, des boss, des quêtes quotidiennes, des règles. Ta vie peut fonctionner exactement de la même manière. Et plus tu joues, plus le jeu devient toi.